Alors bonjour et bonsoir et bienvenue donc à ce Cyril Malka sans divan. Nous allons donc aujourd'hui parler de la paranoïa. Alors je ne vais pas parler du trouble de la personnalité paranoïaque, mais de la paranoïa en tant que telle. Alors, en quelques mots, la paranoïa, ça va être des sentiments, c'est des pensées anxieuses, c'est des pensées craintives, c'est des pensées intenses qui sont souvent liées à la persécution, à la menace ou au complot. Ça va être quelque chose que l'on va retrouver dans plusieurs troubles mentaux. Dans beaucoup des troubles psychotiques dont je vais parler, on va pouvoir retrouver des symptômes paranoïaques. La paranoïa peut devenir un délire lorsque les pensées, les croyances irrationnelles que l'on ressent ou que l'on pense deviennent totalement fixes, deviennent une obsession, même si on peut prouver le contraire. C'est-à-dire que si on est par rapport ou vis-à-vis d'une personne paranoïaque, si on peut lui prouver par A plus B, on peut lui montrer que les choses ne sont pas comme elle le dit, elle ne sera pas convaincue. Elle va toujours être convaincue que ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, c'est exact, même quoi qu'il en soit. Alors, lorsqu'une personne a donc ces paranoïas et ces délires, mais aucun autre symptôme, comme par exemple si elle n'entend pas des choses qui n'existent pas, ou si elle ne voit pas des choses qui n'existent pas, elle va avoir ce qu'on appelle un trouble délirant. Et comme la personne est seulement affectée par un trouble de la pensée, en quelque sorte, elle peut généralement fonctionner plus ou moins dans la société, dans la vie quotidienne, même si elle peut être limitée dans le quotidien. Et la paranoïa, elle peut être passagère ou chronique. Et en tant que paranoïa passagère, beaucoup de personnes peuvent en être affectées. Et c'est surtout de ça dont je vais parler. La paranoïa chronique, c'est-à-dire où on est toujours dans un état paranoïaque relativement constant. C'est ce qu'on appelle donc, en fin de compte, la paranoïa. C'est ce que beaucoup de personnes comprennent comme c'est la paranoïa clinique, c'est le trouble de la personnalité paranoïaque. Alors, dans paranoïa, il y a aussi angoisse. C'est-à-dire que les personnes à tendance paranoïaque ou qui ont des facilités à avoir des troubles paranoïaques sont souvent aussi victimes d'angoisse. Et nous aussi, enfin nous autres, quand on entre dans une situation angoissante ou dans des situations angoissantes, on peut risquer d'aller un petit peu du côté de la paranoïa. Par exemple, si dans des cas de situation où on a perdu son boulot ou une rupture, là, on peut entrer dans une situation où on est si angoissé et si on a tellement peur de ce qui est en train de se produire, on est si déstabilisé qu'on peut entrer dans l'angoisse et finir par croire que la belle famille est en train de nous ennuyer, ils sont en train d'essayer de nous faire ceci, de nous faire cela. Dans d'autres situations, par exemple, je ne sais pas, si vous êtes dans une situation où vous êtes plus ou moins angoissé, vous allez à une fête ou à une partie, et puis vous êtes tout seul, et puis vous êtes là dans votre coin, et puis vous commencez à vous dire, bah là, tout le monde me regarde, les gens sont en train de se parler, de se demander pourquoi je suis tout seul ici, ça fait mauvais effet, etc., etc. Ça, c'est en fin de compte une base paranoïaque. Mais ça reste de l'angoisse. Parce que on est toujours conscient ou on peut facilement être tiré de cette erreur si, en parlant avec quelqu'un, on peut faire
voir à la personne, on peut démontrer à cette personne, mais non, tu vois bien que c'est pas aussi terrible que ça, que les gens ne te regardent pas, regarde, lui, il est en train de regarder sa femme, etc., etc. Et là, on va se dire, oui, c'est vrai que là, c'est moi qui ai un peu exagéré. Est-ce que je suis en train de devenir parano? Et à la limite, on pourrait dire que si vous vous posez la question, ben, c'est toujours bon signe, parce que ça veut bien dire que, en fin de compte, non, justement, vous ne l'êtes pas. Mais cela peut vouloir dire que vous avez, si vous voyez que cet état continue comme ça un certain temps, peut-être que vous avez une facilité à tomber un petit peu dans la paranoïa. Et en tout cas, si vous avez ces angoisses qui sont tellement fortes qu'elles vous gênent à ce point-là, il faudra peut-être travailler avec un psy par rapport à vos angoisses. Et donc, angoisse et paranoïa, elles vont presque main dans la main, où l'un renforce l'autre, pour ainsi dire constamment. Avant de pouvoir parler paranoïa, en fin de compte, il faut qu'il y ait d'autres symptômes qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants. Alors là, j'ai une liste de certains de ces symptômes, mais ils sont pas tous là parce qu'il y en a beaucoup et j'aurais pas fini. Mais c'est surtout pour vous donner une idée, en fin de compte, de quel domaine dans lequel vous pouvez trouver ce genre de symptômes. Quand on est très défensif, très hostile, très agressif, ça peut être un signe de paranoïa. Alors, toutes les personnes qui sont défensives, hostiles et agressives ne sont pas paranoïaques. Il en faut quand même beaucoup plus que ça. Mais on va trouver ces éléments dans la personnalité paranoïaque qui va toujours être dans le domaine de l'hostilité, de l'agression, de la défense, car elle va très facilement et très souvent se sentir attaquée, même quand ce n'est pas le cas. C'est une personne qui est donc facilement offensée pour un rien. On dit quelque chose qui va pas et pof, ça y est, c'est parce que vous êtes encore après moi. C'est une personne qui pense qu'elle a toujours raison et qui a du mal à se détendre ou à baisser sa garde. Alors, ces symptômes qui sont donc typiques de la paranoïa, on peut les trouver chez des personnes qui, généralement, vont bien, mais pour une raison ou pour une autre, tombent un petit peu dans des crises d'angoisse qui finissent par aller friser la paranoïa. Et dans ce cas-là, les amis ou la famille vont dire on le reconnaît plus, quoi, il est en train de changer, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui va pas. Donc, ça peut être une personne qui, en règle générale, par exemple, n'est pas hostile ou ni défensive, ni facilement offensée, mais qui, petit à petit, est en train de prendre ce chemin-là. Et là, dans ce cas-là, il est peut-être temps de lui taper un petit peu sur l'épaule et puis d'essayer de voir ce qui est en train de se passer et puis d'essayer de trouver une réaction adaptée. Le fait de ne pas pouvoir faire de compromis, incapable de pardonner, incapable d'accepter la critique, on est un petit peu toujours dans le fait de croire qu'on a toujours raison. Ces personnes-là ne peuvent pas, enfin, quand on a ce trouble, on peut pas faire confiance aux autres, on peut pas se confier à d'autres personnes, à part peut-être certains proches, et de cette façon-là, on risque de restreindre de plus en plus son cercle de famille, son cercle d'amis, etc. Parce que bon, certaines personnes vont dire bon, maintenant ça va, c'est bon, il y en a marre, quoi, et donc vont fuir. Et là, il est donc important, par rapport à la personne qui commence à montrer ses symptômes, d'essayer de lui faire changer de point de vue. Tiens, bonjour Tibi, Tibi qui vient me dire coucou. Ils peuvent avoir des tendances à lire des significations cachées dans les comportements qui sont normaux des gens, c'est-à-dire que des choses qui paraissent qui sont tout à fait naturelles, des actions tout à fait naturelles, ils vont lire, ils vont y voir plein de symboles, plein d'explications, ils vont vous faire toute une conspiration en fin de compte là-dessus. Ils vont avoir l'impression qu'on parle d'eux, qu'il y a des organisations qui les surveillent, il y a des gens qui les surveillent, ça peut être le deuxième bureau, ça peut être ceci, cela, ça peut être en ligne, sur Internet ou hors ligne, ils vont se sentir suivis. Aussi le fait de penser que les autres essaient de nous donner une mauvaise réputation, ils parlent de moi, ils sont en train d'essayer de détruire ma réputation, ils sont en train d'essayer de m'exclure, ils vont essayer de me virer de mon boulot.
On a toujours l'impression, on a peur d'être blessé, d'être tué, d'être attaqué. Alors tous ces signes, toutes ces choses dont je parle, bien entendu, si on vit dans un environnement, par exemple, où si vous vivez dans une rue où il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait agresser, le fait d'avoir peur de risquer d'être blessé ou tué ou agressé, c'est plus de la paranoïa, c'est par rapport quand même à ce qui se passe. Là, quand je dis ça, c'est surtout des personnes qui n'ont absolument aucune raison de se croire mises en danger. Et puis, ils ont toujours l'impression, enfin beaucoup souvent, que d'autres, les gens, les autres, ils utilisent des indices, des significations doubles pour me menacer. Tu vois, quand il dit ça, en fin de compte, c'est une menace parce que moi, j'ai dit ceci, cela à tel ou tel jour, et puis là, il me le reprend, il me le Mais non, vous êtes en train de parler du poulet. Ben ouais, mais c'est parce que le poulet, ça peut aussi être un symbole de... Enfin bref. Donc, ils voient plein de significations. Et bien entendu, ils comprennent ces significations comme des messages secrets qui sont bien entendu agressifs. Ils ont l'impression que les gens essayent délibérément de les déstabiliser, de les agacer, de les énerver, de les irriter, de leur faire du mal. Ils vont essayer de leur prendre leur argent, leur maison, leur voiture, leur femme, leur chien. Ils ont un peu l'impression que c'est le gouvernement ou d'autres organisations qui les ciblent, qui essayent de les contrôler. Donc tout ça, tout ce genre de symptômes où vraiment on se sent persécuté, on se sent poursuivi, on se sent observé, etc. Cela a trait à la paranoïa. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on peut avoir la paranoïa, ça peut être quelque chose de passager et ça peut toucher beaucoup de personnes. Les causes de la paranoïa clinique, donc pas celle dont je vais parler dans ce webinaire, mais de la paranoïa clinique, de la psychose, elles sont pour l'instant plus ou moins inconnues. On n'a pas encore vraiment trouvé les raisons. Il y a beaucoup d'éléments qui pourraient laisser penser que certaines personnes sont plus fragiles et ont plus, surtout les personnes qui ont une tendance à l'angoisse, certaines personnes sont plus fragiles et certains éléments, certaines choses qui se produisent dans l'environnement peuvent avoir une influence qui peut mener les personnes à la paranoïa. Si c'est une paranoïa passagère, ça peut se guérir en quelque sorte, ça peut passer, mais il faut savoir que si vous avez eu une attaque de paranoïa passagère, cela veut dire que vous avez une fragilité, que vous avez peut-être une tendance à l'angoisse ou un autre souci et qu'il faut travailler là-dessus. Parce que ça sert à rien de travailler seulement sur les illusions paranoïaques, si on dit ça comme ça, sans pour autant travailler sur les causes du mal. Alors les causes du mal, il y en a ici encore quelques-unes des plus courantes. Le manque de sommeil. Oui, je sais que ça peut paraître bénin, ça ne l'est pas en fin de compte. Le manque de sommeil, bien entendu, si vous loupez quelques heures de sommeil ou une nuit de sommeil ou deux, et ça va pas vous rendre paranoïaque. Mais le fait est que avoir des troubles du sommeil, ne pas bien dormir, passer plusieurs nuits blanches, mène à une certaine fatigue, fait que nos fonctions cognitives ne fonctionnent pas comme elles le devraient. On n'est pas reposé, on peut plus facilement mal comprendre certaines choses, on va faire mal certaines choses, on va plus s'y retrouver sur certains autres points. Enfin bref, on va devenir de plus en plus un petit peu perturbé et cela peut mener à des délires, à entendre des choses qui n'ont pas été dites, à voir des choses qui n'existent pas. On peut avoir des illusions d'optique, on peut entendre des choses qui n'ont pas été dites. Et cela peut mener vraiment à un syndrome et à une situation dans laquelle on devient paranoïaque. Le stress, si vous êtes sous période de stress, pendant une certaine période, on a tous une résistance différente au stress. Certains d'entre nous le supportent mieux que d'autres. Certains d'entre nous le supportent plus longtemps que d'autres.
C'est un peu, encore une fois, les gens qui ont une tendance à l'angoisse supportent moins bien le stress et peuvent donner la raison de leur stress ou la raison de leur angoisse à d'autres personnes, et cela peut développer un comportement paranoïaque. Alors, ne pas comprendre stress comme spécialement un stress négatif, du genre au travail ou ce que vous voulez. Le stress, ça peut aussi être un stress positif. Si vous êtes dans une situation où vous allez vous préparer un mariage ou une situation dans ce genre-là et vous stressez, eh ben oui, il se peut parfaitement que là vous commencez à angoisser et puis tout d'un coup voir, entendre des choses, etc. Il n'y a pas loin. Surtout si vous avez donc une facilité à l'angoisse. Alors, bien entendu, s'il y a une condition psychiatrique dans le jeu, cela va compliquer les choses et il y a plus de risques pour avoir des symptômes ou une condition paranoïaque. Alors, vous avez bien entendu la paranoïa clinique en elle-même, bien entendu, où ils ont un peu l'impression d'être poursuivis par tout le monde constamment. Beaucoup de personnes qui souffrent de schizophrénie ont des tendances à la paranoïa parce que en schizophrénie, les schizophrènes peuvent avoir beaucoup de mal à faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Et donc, la plupart du temps, ils ont un peu de mal à faire le tri là-dedans. Et donc, ils peuvent avoir une tendance à avoir des pensées paranoïaques. Alors, généralement, les amis, les proches ou le personnel médical peut les aider à voir un petit peu au-delà de ça, mais c'est pas toujours aussi facile que ça dépend. Les personnalités borderline peuvent avoir une tendance à la paranoïa parce que elles ont tellement de changements d'humeur où elles peuvent mettre quelqu'un sur un piédestal et le haïr le moment suivant. Et ben ça peut mener justement à ces pensées paranoïaques et à cette condition. Donc vous avez comme ça certaines maladies psychologiques ou certaines situations psychologiques ou conditions psychiatriques qui peuvent renforcer ou qui peuvent entraîner la paranoïa. Il y a l'utilisation de drogues hallucinogènes que le cannabis, telles que le LSD, etc. Et là, je sais que c'est pas toujours très populaire à dire, mais la plupart de ces drogues, et surtout le cannabis, est beaucoup plus dangereux qu'on pourrait le croire. J'en ai pas entendu parler en France, et j'en ai pas entendu parler de beaucoup d'endroits, mais au Danemark, il y a quelque chose qu'on appelle hashpsykose, ce qui veut dire en fin de compte la psychose du hashish, ou on l'appelle aussi noia. Juste noia, pas paranoïa, mais juste noia. Et en fin de compte, c'est une condition où les personnes qui utilisent surtout la cannabis commencent à développer des troubles paranoïaques. Ils commencent à entendre des voix, ils se sentent persécutés, ils ont des délires, et ça peut aller très 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 loin. Cela peut se produire après la première clope de cannabis, ou cela peut se produire après 10 ou après 15 ou après 20, mais cela peut parfaitement arriver. Alors, dans ce cas-là, bien entendu, ça on y reviendra quand on parlera du traitement, la première des choses à faire, c'est entrer dans un centre spécialisé. Alors, je sais qu'il y en a un à Copenhague. Maintenant, je ne sais pas s'il y en a aux environs où vous vivez. Mais il y a donc des centres spécialisés au Danemark. Parce que, en fin de compte, au Danemark, on a toujours eu une législation un petit peu lâche par rapport au cannabis. C'est-à-dire que même il y a 30 ou 40 ans, c'est pas autorisé, mais si un policier vous chopait avec du cannabis sur vous, tant que c'était pour la consommation personnelle, il faisait rien, quoi. Tant que vous vous baladez pas avec 3 kilos de hache dans les poches, bon, éventuellement, ils vont vous piquer votre cannabis et puis ils vont le fumer eux-mêmes, mais sans ça, non. Donc, ce qui fait qu'on a eu une culture où
beaucoup de jeunes, là encore, il y a eu un article sur une jeune fille de 11 ans qui était dépendante du cannabis. Donc ça peut se fumer très jeune, etc. Et dans ce cas-là, oui, il y a un risque accru de développer donc cette fameuse noia où ces symptômes ressemblent énormément à la paranoïa. Point de vue traitement, ben, ça dépend si on a de la chance ou si on n'en a pas. Quand c'est traité, si on arrête la fumette, on peut avoir de bonnes chances pour se remettre. L'abus d'alcool, ah oui, ça aussi, les personnes qui boivent énormément, qui ont peut-être aussi une fragilité, parce que certaines personnes peuvent boire comme des trous sans qu'il leur arrive rien, d'autres beaucoup moins, ça dépend de personne en personne. Mais l'abus d'alcool peut aussi avoir cet effet. Ici aussi une parenthèse pour revenir encore une fois au Danemark, où on a également une maladie qu'on appelle Mæland syndrome, c'est-à-dire le syndrome du peintre. Alors du peintre en bâtiment, hein, c'est pas de Van Gogh dont je veux parler. Et ça, c'est parce que dans la peinture, surtout celle qui était utilisée beaucoup dans les années 70, il y avait de la térébenthine. Et ça, c'était très utilisé, énormément utilisé dans les années 70 parce qu'il fallait construire beaucoup, rapidement, etc. Et c'est facile d'utilisation. Et cette térébenthine, en fin de compte, ça bouffe plus ou moins le cerveau à la longue. Après un certain temps, d'avoir reniflé de la térébenthine, on s'est aperçu qu'en fin de compte, ça pouvait mener à des résultats où les personnes, psychologiquement parlant, devenaient paranoïaques. Alors, je me souviens d'un cas où c'était la femme de ce peintre qui en parlait et qui disait en fin de compte que quand le matin, s'il suait trop pendant qu'il dormait, et ben le matin, en fin de compte, les draps pouvaient déteindre. Donc ils étaient obligés d'utiliser des draps blancs parce que les draps pouvaient déteindre, parce qu'ils transpiraient presque de la térébenthine. Donc la térébenthine, c'est des produits avec une valeur pH élevée, et l'alcool, c'est également, c'est la même chose que la térébenthine, ça a une valeur pH tout aussi élevée, et c'est pas meilleur pour l'organisme, en fin de compte, que de renifler de la térébenthine. Différence entre le cannabis et l'abus d'alcool. L'alcool détruit les cellules du cerveau, alors que le cannabis, généralement non, et la plupart des drogues non. Ce qui fait que quand on s'est remis de son alcoolisme ou quand on s'est remis d'avoir utilisé les drogues, il y a plus de chances pour qu'on puisse vivre une vie normale après avoir été drogué qu'après avoir été alcoolique, parce que les organes ne sont pas aussi détruits par l'abus de drogue que l'abus d'alcool. Ensuite, il y a des raisons biologiques, tout simplement l'âge qui avance, où il y a des conditions dans le cerveau qui se dégradent. Ça peut venir d'Alzheimer. On peut commencer à avoir, à partir d'un certain âge, où ils cachent leurs bijoux, par exemple, parce qu'ils ont peur qu'on leur vole, etc. Et donc ça, c'est tout simplement un processus biologique. Enfin, il y a eu plusieurs études qui ont été faites il y a 4 ou 5 ans, qui ont attiré l'attention sur la situation ou les situations sociales, c'est-à-dire le statut économico-social de certaines personnes, tout comme la discrimination. On s'est rendu compte en faisant des études dans certains villages aux États-Unis, au Texas et puis d'ailleurs à Mexico, que dans des endroits où il y avait beaucoup de racisme, par exemple, ou dans des endroits qui étaient relativement pauvres, surtout si c'était des personnes qui étaient originaires d'autres pays, comme par exemple, dans ce cas-là, les Mexicains, on pouvait développer, en fin de compte, une façon de penser plus ou moins paranoïaque, parce que les gens nous parlent mal, ils nous considèrent comme des poubelles, et puis en plus de ça, on ne peut pas trouver de travail, il y a de la discrimination, etc. Et on peut développer, en fin de compte, une façon de penser paranoïaque, ce qui fait que, je veux dire, la prochaine fois que quelqu'un ne voit pas cette personne, elle lui marche sur le pied par erreur, donc il est persuadé que c'est parce que il est après moi, c'est parce qu'il m'en veut parce que je suis mexicain, enfin bref. Donc, les situations sociales, après un certain temps,
peuvent mener à une façon de penser paranoïaque. Pour ce qui est des États-Unis, on s'est rendu compte que c'est surtout les personnes de l'ancienne génération. Il y en a de moins en moins quand même. Par exemple, pendant très longtemps, il y a eu pas mal de Blacks qui avaient ce problème, mais maintenant il y en a de moins en moins parce que la situation s'est énormément améliorée. Donc ça peut, c'est pas, je veux dire, c'est pas gravé dans le marbre, ça peut changer dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que si on prend n'importe quel peuple ou n'importe quelle société et qu'on les confine et qu'on les oblige à faire tous les boulots pourris, on les paye mal, enfin bref, et on les dit il y a de la discrimination, on peut les rendre de plus en plus paranoïaques. Mais une fois qu'on leur donne de meilleures conditions, dans la plupart des cas, les choses vont pour le mieux. Enfin, pour le mieux. Ce que je veux dire, c'est qu'elles vont mieux, de mieux en mieux. Ok. Alors, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on peut traiter ce genre de situation? Alors, encore une fois, je ne parle pas de la paranoïa clinique, je parle de ces troubles dont je viens de parler. Et vous vous doutez bien que dans certains cas, il va falloir donc aller à la raison du problème. Et c'est donc pour ça qu'il va y avoir différents traitements possibles. Donc, si on sent qu'on est en train de perdre pied avec la réalité, pour une raison ou pour une autre, il est important de consulter ou un médecin ou un psy quelconque pour voir ce qui peut se produire. Si vous êtes sous stress, si vous commencez à vous sentir poursuivi, etc. Parce que le problème, c'est que pour beaucoup de personnes qui justement ne sont pas paranoïaques cliniques, on a un peu honte parce qu'on se rend bien compte des fois qu'on a dit des conneries. Donc, c'est un peu difficile d'aller chercher de l'aide parce qu'on a peur de ce qui peut se produire, de ce que ça peut vouloir dire. Et est-ce que ça veut dire que je suis totalement fou? Et puis on a honte, donc c'est difficile. Et ça, il faut pas parce que si on ne le fait pas, si on ne recherche pas de l'aide, eh ben on risque justement de s'y enfoncer de plus en plus. Mangez équilibré, faites de l'exercice, dormez beaucoup, reposez-vous, méditation éventuellement, tout ce genre de choses. Si vous commencez à avoir ce genre de pensée, la première des choses à faire, ça va être de mettre le haut-là à beaucoup de choses, de diminuer un petit peu tous ces trucs-là et d'être gentil et bon envers soi. Vous pouvez apprendre à maîtriser les pensées irrationnelles qui vous viennent donc à la tête, les choses auxquelles vous pensez. Vous essayez de les travailler. Vous pouvez éventuellement les écrire. Bah oui, le père Malka, papier crayon, c'est la solution à tout. Écrivez-les dans un journal éventuellement. Quelles sont ces pensées et comment vous pouvez, est-ce qu'elles sont logiques? Est-ce que c'est vraiment la réalité? De cette façon-là, vous pouvez apprendre vous-même à surmonter ce genre de choses. Vous pouvez entamer une thérapie. Là, je conseillerais bien entendu donc les thérapies cognitives et comportementales, parce que je ne pense pas que ça vous aidera beaucoup de savoir ce qui s'est passé pendant votre enfance, mais vous avez sûrement besoin de voir où sont les problèmes et comment vous pouvez les régler. Et enfin, si c'est en rapport avec une consommation de drogue, une consommation d'alcool ou autre, contactez un centre d'aide contre l'addiction. Il y en a plusieurs dans beaucoup de villes, et eux, ils ont une très bonne idée de ce qui se passe et ils savent parfaitement, bien mieux que les médecins le plus souvent, comment gérer ce genre de situation. Ils le savent parce qu'ils ont l'habitude, ils ont fait que ça pendant des années, donc ils savent parfaitement quels sont les troubles et comment soutenir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était donc sur la paranoïa. J'espère que vous avez bien aimé. Et si vous avez des questions ou si vous avez envie que je traite d'un autre sujet à un moment donné, faut pas hésiter à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr. Et sans ça, donc, je vous dis à d'ici une petite quinzaine de jours pour un autre podcast, un autre webinaire. À bientôt. Au revoir.